Bonjour, je suis le président de l'association contre la discrimination canine et la ville de Nice m'a demandé de vous présenter quelques conseils pour l'éducation canine. Pour commencer, je vais vous citer le Mahatma Gandhi qui dit que l'on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. En s'appuyant sur la connaissance des comportements normaux canins, assez proches de l'humain, nous allons tenter d'expliquer les troubles du comportement qui pourraient le plus souvent être évités. En effet, il est clair que si les besoins éthologiques sont connus, compris et respectés, tous les comportements indésirables peuvent être évités. Ainsi, si nous comparons les besoins des chiens aux nôtres, en utilisant la pyramide de Maslow, nous voyons bien que le chien a des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins de survie. Il y a des besoins instinctifs et biologiques. Le chien, n'oublions pas, est un prédateur. Il y a des besoins sociaux. Attention, les besoins sociaux concernent les chiens entre eux, le jeu social et la cognition. Et après, seulement les besoins psychologiques et de développement personnel. Et nous voyons là que le travail utilitaire est fondamental pour le chien. Il a ce besoin d'utilité. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, le chien doit travailler et aime travailler. Mais attention, pas d'anthropomorphisme. Le chien est différent de l'homme. Il n'y a pas de chien méchant, il n'y a pas de qualificatif humain qui convienne aux chiens. Il y a des chiens, voilà tout. Le chien ne réfléchit pas, il ne réagit pas comme l'humain. Les chiens communiquent entre eux à l'aide de postures propres à tous les chiens. Le chien vit dans la même niche écologique que l'homme et la relation homme-chien est un cas unique dans les situations sympatrie. En écologie, deux espèces sont considérées sympatriques quand elles existent dans la même zone géographique et par conséquent se rencontrent très régulièrement. Le chien et l'homme se côtoient dans une relation dyadique, plus ou moins fusionnelle. On parle de relation dyadique quand il s'agit de l'ensemble de deux individus qui ont établi une relation stable et durable et dont une grande partie des activités se déroulent en commun l'un avec l'autre. C'est un binôme. On parle de la relation dyade homme-chien, surtout en particulier avec le chien de travail et avec son conducteur. Mais attention, le chien n'est pas un enfant. Bien que parfois il soit le dernier rempart face à la solitude, c'est un animal. L'ignorance considérable du comportement canin du grand public et la formation des propriétaires de chiens est très loin d'être à la hauteur de l'enjeu éthique, sociétal, affectif et de santé publique qu'elle représente. Tous les accidents en découlent. Mais attention à ne pas croire éperdument toutes les contre-vérités, telles que tel chien est caractériel, tel chien a des prérogatives de dominant, tel chien aime les enfants, oui, surtout, tel chien, vous entendrez de tout et n'importe quoi. Attention. Ainsi, une des contre-vérités, c'est faire systématiquement appel à la génétique pour expliquer tous les comportements agressifs qui incitent à prendre des décisions contraires aux données scientifiques actuelles. La catégorisation des chiens, par exemple. Les chiens dits soi-disant méchants, je vous l'ai dit précédemment, ils n'existent pas. On s'affranchit d'une responsabilité éducative. Il est plus facile de dire que son chien est de nature agressive plutôt que de dire que nous sommes des mauvais éducateurs. Et de persister dans l'ignorance et les idées reçues, souvent fausses. Ainsi, connaître le comportement du chien est un enjeu éthique, social, politique de première importance. N'oublions jamais que notre société a les chiens qu'elle mérite. Tout citoyen, qu'il soit ou non propriétaire ou futur propriétaire d'un chien, devrait recevoir une formation de qualité sur ce sujet, quelle que soit la race du chien.
Pour commencer, nous devons constater que le chien est la seule espèce animale exprimant un aussi grand polymorphisme et une diversité morphologique intraspécifique aussi étendue. Je vais vous parler de la classification selon Pierre Mignard, qui porte sur les caractères morphologiques de la tête et du corps. Le premier, c'est le lupoïde, dont la tête est en forme de pyramide horizontale avec de petites oreilles dressées, un museau allongé et droit, des lèvres petites et serrées, comme le berger allemand, les chiens du Grand Nord. En second, nous avons les brachoïdes, avec une tête en prisme, avec des oreilles pendantes, un museau aussi large à la base qu'à l'extrémité, avec un stop bien marqué. Ces chiens sont pour la plupart des médiolignes, comme les dalmatiens. En troisième, les molossoïdes, avec une tête massive, ronde et cuboïde, des oreilles petites et tombantes, un museau court, un stop très atténué, des lèvres épaisses et longues, leur corps est massif, bréviligne, avec des membres puissants comme le Saint-Bernard et le Dogue de Bordeaux. En 4, les gréoïdes, avec une tête en forme de cône allongé, crâne étroit, oreilles dressées, petites ou portées en arrière. Leur museau est long et mince, en ligne droite avec un stop presque inexistant, le ventre relevé et la poitrine descendue, le corps élancé, des membres grêles comme les lévriers persans. Leur tête est souvent dolicocéphale, tête étroite et allongée, type Doberman lévrier, plus de 2 fois plus longue que large. Et ce sont des animaux de type longiligne, qui sont des formes étirées et sveltes, avec de longues pattes, stop effacé, lignes de chanfrein très longues, comme les collets et les terriers. Voici maintenant les têtes brachycéphales, des têtes courtes et proportionnellement larges, type pékinois, boxer, bulldog, qui sont fréquemment associées à une occlusion en articulé inversé. Le type bréviligne ou brachymorphe a des proportions trapues, stop très marqué, lignes de chanfrein plus courtes que celles du front. Ce sont souvent des molosses, des pékinois, les bulldogs tels que le bulldog français. Voici maintenant les têtes mésocéphales, qui sont des têtes de longueur et de largeur moyenne chez 75% des chiens, type labrador, berger allemand. Les types médiolignes ont des formes équilibrées, des stops marqués, des lignes de chanfrein et de front égales et parallèles. Ce sont les setters, les épagnols, les malinois, les bergers de Beauce ou de Brie. Voyons maintenant les profils concavilignes, qui ont des stops très prononcés, face plus ou moins refoulée, crâne bombé. Ce sont les boxers, les bulldogs. Pour le profil convexiligne, le front plus ou moins convexe, le chanfrein est abaissé dans son prolongement et le socle très effacé. Ce sont les chiens de type bull terrier. Et pour finir, le profil rectiligne, avec un front et un chanfrein parallèle, un stop plus ou moins marqué. Nous avons les setters, les braques, les malinois, les épagnols. Il y a aussi la classification par le format hypermétrique de très grande taille avec un développement musculaire important, comme le grand danois, le matin de Naples, les dogs allemands. Après, il y a le format eumétrique qui correspond au format moyen, avec un poids allant de 20 à 30 kg et une taille de 40 à 60 cm. Et pour finir, le format ellipsométrique, qui sont souvent les plus petits, les nains, rarement au-dessus de 20 cm, comme le Chihuahua, le Yorkshire et toutes les petites races
adoré. En voyant toutes ces différences, il est facile de comprendre que le morphotype de chaque chien est de nature à inférer des comportements moteurs variés, mais aussi des perceptions variées de l'environnement. Il est sûr qu'un chihuahua ne perçoit pas son environnement comme un Saint-Bernard, qu'un Saint-Hubert n'a pas les mêmes capacités motrices de course qu'un lévrier, et chaque chien a ses spécificités. Voyons donc quel est le comportement normal du chien domestique. C'est au travers de ces comportements que l'on doit définir ce qu'est le canis familiaris. Cette approche éthologique du chien domestique primordial doit abolir tout anthropomorphisme qui nuit à la bonne compréhension des mécanismes régissant la relation homme-chien. Le chien n'a rien à envier au langage humain. Le chien possède bien des moyens pour communiquer et exprimer ses émotions. Et c'est à nous, humains, d'en connaître tous les secrets et toute la richesse. Comme tous les mammifères, le comportement du chien est le résultat d'une construction. Une construction phylogénique à l'échelle de son évolution, une construction ontogénique individuelle par rapport à son vécu, et surtout, la personnalité en relation avec le tempérament de chaque chien se construit jour après jour. Il faut savoir que le chien fait partie des espèces nidicoles. Cela signifie qu'il utilise un nid ou un lieu particulier et sécurisé pour dormir et s'apaiser. Et comme toutes ces espèces animales, l'immaturité à la naissance ouvre un champ d'influence considérable de tous les stimuli de l'environnement sur la personnalité finale de l'animal. Ainsi, à la naissance, le chiot est comme une page blanche où on y écrit ce que l'on souhaite en faire. Je pourrais développer la période de vie du chiot avant ses 8 semaines, très riche en acquisitions, mais je me contenterai de vous dire que cette période est vitale pour le bon développement du chiot. Mais c'est pourquoi tout le monde ne peut pas se prétendre éleveur sans maîtriser toute cette subtilité. Ce qu'il faut retenir de cette période, chez les éleveurs professionnels, c'est que c'est dans cette période que le chiot acquiert la sociabilité. C'est aussi dans cette période que le chiot acquiert la plus grande partie des apprentissages qui vont sceller la personnalité du chiot. La personnalité du chiot se définit comme le produit du monde vécu par l'animal et son tempérament de départ. C'est dans cette période que le chiot acquiert son équilibre émotionnel grâce à tous les stimuli. C'est aussi dans cette période que le chiot se forge un seuil de réactivité émotionnelle qui déterminera sa capacité adaptative future. C'est aussi dans cette période que le chiot acquiert une complicité amicale avec l'humain autour des caresses et des jeux. C'est la meilleure garantie contre les agressions futures. Pour finir, le résumé des acquisitions avant ces 3 mois, voici la première que tout jeune propriétaire devra développer. C'est l'acquisition des signaux de communication. Le chien est un animal social qui a besoin de vivre au sein d'un groupe social pour apprendre à communiquer avec ses congénères. Et c'est uniquement à partir d'un chien bien sociabilisé que l'on pourra obtenir un chien bien éduqué par l'humain. Le concept d'éducation n'a de sens que parce que le chien vit dans le monde de l'humain. C'est en observant les conséquences des comportements des adultes entre eux que le chiot apprend la signification sociale de ses comportements. Ainsi, pour l'ensemble du répertoire du chiot, qui émet spontanément des postures sans en connaître les conséquences, il doit les expérimenter. Lors de mon prochain diaporama, je développerai la période juvénile avec tout le panel de postures qui font la richesse du mode de communication des chiens,
les conséquences d'un défaut de sociabilité, la puberté et ses poussées d'hormones, et le vieillissement du chien. En attendant, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.